Bonjour, je vais corriger la fin du DNS sur la fibre optique. Alors, on s'intéresse à plusieurs aspects dans la suite et on commence par l'absorption dans la fibre. Donc vous avez un texte là qu'il faut lire parce qu'il y a plein d'informations importantes, notamment ici vous avez la NV, c'est la densité volumique d'impureté. Donc si je multiplie NV par un volume, ça me dit combien j'ai d'impureté dans la fibre. Donc déjà ça c'est un modèle. Dire qu'il y a une impureté, donc la lumière quand elle arrive, il se passe quelque chose. Et on vous dit que c'est assez simple, c'est complètement diffusé. Donc la lumière qui arriverait sur une de ces impuretés, c'est terminé, quoi. Elle n'est plus propagée dans la fibre. Ce qui est discutable, hein, puisque certainement il y a de la diffusion. Donc en fait la lumière elle continue dans la fibre, une partie en tout cas, donc là, il y a une hypothèse simplificatrice et tout ça c'est expliqué. On a aussi le paramètre sigma qui est la section, on appelle section efficace, c'est-à-dire que l'impureté, on la modélise, voilà, on la modélise par un disque ou une sphère de surface sigma, enfin de tranche sigma quand on la regarde selon l'axe OX. On suppose que la lumière se propage rectilignement selon l'axe X, donc c'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est une hypothèse simplificatrice. Enfin, que la puissance, elle est uniforme sur la section, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus de puissance au centre que sur le bord. Donc tout ça, c'est des hypothèses simplificatrices. Donc vous imaginez que vous avez des modèles qui ne tiennent compte de tout ce qu'on néglige. Donc on va simplement écrire avec toutes ces hypothèses simplificatrices que la lumière, elle est arrêtée en fait par ces impuretés et on va simplement dire que ce qui reste en x plus dx par rapport à x en proportion, et ben c'est la même chose que la proportion qu'il y a entre la surface qui est encore disponible pour la propagation divisée par la surface totale de la fibre. Donc par exemple, s'il y avait une seule impureté, dans la fibre, donc ça c'est la fibre, et il y a une seule impureté, et bien la proportion de lumière qui passe quand il y a une impureté, c'est grand S moins sigma sur grand S. S'il y avait deux impuretés, ça ferait grand S moins 2 sigma sur grand S, trois impuretés, grand S moins 3 sigma sur grand S, quatre impuretés, grand S, etc. Bon, je pense que vous avez compris la suite. Donc on va simplement écrire ça. Ça donne ceci. P en x plus d de x, et ben c'est P en x fois le rapport des surfaces. Donc on fait grand S moins le nombre d'impuretés. Ben, le nombre d'impuretés c'est facile, c'est NV, la densité volumique, fois le volume qui est compris entre cette tranche et cette tranche. Hein, donc ça fait, on peut dire que c'est une pièce de monnaie, quelque chose d'assez fin, hein, puisque d de x c'est petit. Donc c'est NV fois S fois d de x. S d de x c'est un volume. NV par définition, c'est là qu'il faut bien lire l'énoncé, c'est la densité volumique. Et chaque impureté, elle est modélisée par... enfin, elle est capable d'arrêter la lumière sur une section efficace qu'on appelle sigma. Et on fait... on divise par grand S. En fait, c'est une règle de 3, ce que je suis en train d'écrire. Hein. Je pourrais le présenter un petit peu différemment. Et bah, c'est bon, normalement, je l'ai écrit. Et je vais mettre des parenthèses et on va simplifier tout ça. Voilà, j'ai fait une petite remarque. Donc en fait, c'est une règle de 3. Donc ça pas, vous ne mettez pas ça dans une copie, hein, ça sert à rien. Donc finalement, on a P de x plus D de x. On simplifie la surface là se simplifie. Donc c'est égal à P de x fois 1 moins NV
sigma d de x. Et on va le réécrire. Alors vous avez une indication, une autre indication dans l'énoncé. Elle est ici. P de x plus d de x moins p de x, ça vaut ça. Donc la dérivée fois d de x. En fait, ce que ça vous dit, c'est simplement que le taux d'accroissement, c'est environ égal à la tangente à la courbe, donc la dérivée. Voilà, la pente de la tangente à la courbe, c'est-à-dire la dérivée. Donc on va mettre ça sous la bonne forme. Ça donne p de x plus d de x moins p de x. Ça vaut... Voilà, on arrive à ceci. Et on utilise l'indication de l'énoncé. C'est-à-dire que p de x plus d de x moins p de x égale d de p sur d de x fois d de x. Donc on arrive à cette relation d de p sur d de x fois d de x égale moins nv sigma p de x fois d de x. Donc cette indication était quand même bien parce que ça se simplifie. Finalement on arrive au résultat suivant. C'est bon, il y a juste à le réécrire et l'encadrer. Donc je vais le faire ici. Donc d de p sur d de x. Voilà, je vais encadrer le résultat et puis on peut passer à la question suivante. Voilà, donc j'ai encadré le résultat. Voilà, on passe à la question 35. Vous avez l'absorbance qui est définie ici avec une fonction log. Alors je suis en train je vais quand même vérifier que j'ai répondu complètement à la question. Ah bah non, j'ai pas répondu à la question. J'ai que l'équation différentielle. Bon, vous allez voir que c'est assez rapide. Donc on va la résoudre. Alors, donc l'équation différentielle qu'on doit résoudre, c'est une équation différentielle que vous connaissez bien. Elle est du premier ordre. Donc c'est fait d de p sur d de x plus nv sigma fois p égale 0. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Donc là j'ai rédigé un petit peu. Ce que j'écris en rouge, c'est inutile, parce que normalement vous devez savoir résoudre sans aucun problème ce genre d'équation différentielle. Je vous fais un petit rappel de cours. Donc ce que j'écris en rouge, ça ne doit pas apparaître dans une copie. On cherche une solution à cette équation sous la forme a exponentielle r fois x. Je dérive, donc ça fait p' de x égale ra exponentielle rx. On réinjecte dans l'équation différentielle. P' c'est d de p sur d de x. Donc on réinjecte, ça donne ceci. On réinjecte a r fois a exponentielle rx plus nv sigma a exponentielle rx égale à 0. Là évidemment ce qu'on constate c'est que la plupart des termes s'en vont, hein, donc c'est un bon candidat, ça veut dire. Et finalement j'ai petit r qui vaut moins nv sigma. Donc j'ai une solution qui est p de x, c'est égal à une constante exponentielle, je remplace r par nv sigma fois x. Et pour trouver a, on utilise ce qu'on appelle la condition initiale, si on regarde ce que vaut x, p de x en 0, quand x vaut 0. On peut montrer que c'est l'unique solution, et bon ça je vais pas le faire, hein. Donc c'est l'unique solution. Alors quand je dis unique, finalement elle n'est pas si unique que ça, puisqu'elle est définie à une constante près. Mais en tout cas, sa forme, elle est unique. Donc je reprends la résolution. Voilà, donc j'écris la réponse. Donc P de x, c'est grand A exponentielle moins nv sigma fois x. Dans une copie, au concours, vous pouvez passer directement de l'équation différentielle à ça, hein. Et là, ce que j'écris, c'est la solution. Enfin, c'est là. J'étudie l'équation sans second membre.
qui est égale à la solution générale. Ensuite, on passe à la partie condition initiale. Donc on regarde ce que vaut P de x en 0. Donc ça vaut deux choses. Ça vaut P0 d'après l'énoncé, mais ça vaut aussi A exponentielle 0. Et A exponentielle 0, ça fait 1. Donc je retrouve, j'ai la valeur de la constante. Donc finalement, on peut écrire la solution P de x égale P0 exponentielle moins NV sigma fois x. On encadre le résultat. Voilà, on peut passer à la suite. Du coup, en fait, le résultat obtenu précédemment, ça permet de définir ce truc-là, parce que quand je prends le log de quelque chose qui varie en exponentielle, ça va donner une constante. Donc, c'est ce qu'on vous demande, sauf erreur dans la question qui vient là, la question 35. On vous demande A en fonction de NV et sigma. Et ben on prend 10. Alors ici, c'est le logarithme, attention, c'est le logarithme décimal. Donc je remplace P0 sur P0 exponentielle moins NV sigma fois x, le tout divisé par x. Donc ça fait 10 logarithme, le P0 il se simplifie. L'exponentielle, quand je le passe au-dessus, je me retrouve avec un plus. Et donc j'ai l'absorbance qui vaut, alors c'est logarithme décimal fois exponentielle, on va l'écrire comme ça fait 10 logarithme népérien de exponentielle NV sigma fois x sur logarithme népérien de 10 fois x. Alors, en effet, on a, je vais écrire en rouge, logarithme décimal de x. Alors je me rends compte que, en fait c'était donné cette information, bon c'est pas très grave. Donc finalement là ça simplifie puisque on a le 10 fois le logarithme népérien d'exponentielle, ça fait l'identité. Donc ça fait NV sigma x sur logarithme népérien de 10 fois x. Là le x se simplifie et on a le résultat. Grand A ça vaut 10 sur logarithme népérien de 10. Ouais, donc ça on va dire que c'est une constante fois NV sigma. On encadre le résultat. Alors on peut passer à la question suivante. Cette atténuation linéique c'est 0,1, alors l'unité c'est des décibels par millimètre, donc par unité de longueur. Et dans les fibres optiques on a en fait le même ordre de grandeur mais c'est par kilomètre. Donc ça veut dire qu'une vitre de chez vous est aussi transparente que en gros 1 km de fibre optique. Donc on pourrait, avec le verre des fibres optiques, on pourrait faire des vitres de 1 km de long qui seraient aussi transparentes que les vitres que vous avez chez vous. 1%, et on vous demande, au bout lorsqu'on a 1% du signal initial, il faut le réamplifier et on vous demande la distance qui correspond. Donc il suffit simplement d'écrire que cette distance, appelons-la D, c'est P0 sur 100, puisque ça correspond à 1 centième. Donc c'est l'information, elle est là. Et donc ça m'aide à écrire cette équation. Et ça vaut P0 exponentielle moins NV sigma fois D. Donc là, on a une simplification et on a D. Donc on trouve petit d égale
Alors je me rends compte que oui, moi, je vais continuer, mais c'était un petit peu maladroit ce que j'ai fait puisqu'il fallait que je fasse intervenir grand A. Donc petit d ça vaut, on a cette expression, donc là bon j'ai pris un petit peu d'avance dans les calculs qui ne présentent pas de difficulté. Le logarithme de 1 sur 100 c'est moins logarithme de 100, c'est pour ça que le signe a disparu. J'ai réutilisé l'expression de l'absorbance. Bon, en fait, bon, j'encadre le résultat, mais j'aurais pu l'obtenir directement. Alors là on a le résultat. On va faire une application numérique. On aurait pu utiliser directement la définition de grand A de l'absorbance qui est donnée un peu plus haut. Hein, donc c'est 10 log. Je le recopie, donc c'est 10 sur le logarithme népérien de 10 log décimal de P0 sur P de X. Et donc ça c'est égal, logarithme népérien bien sûr. Et ça on avait montré que c'était égal à NV sigma X et il faut diviser par X. Donc ça donne, moi je refais les calculs que j'ai déjà fait. Bien sûr, en épreuve, dès que vous avez le résultat, vous passez à la suite. Hein. Moi je fais ça, c'est juste une remarque qui est juste que je fais parce que j'ai le temps. Mais en épreuve, je fais pas ça. Hein. Je passe à la question suivante. Voilà, donc de toute façon j'avais le résultat juste au-dessus. Et une fois qu'on a ceci, ben en fait non, ça me renseigne pas des masses en fait sur le. Oui non, oui, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai fait un calcul qui était inutile. Donc ça fait 10 sur x, c'est le d que je cherche. Logarithme des 10. Et ça c'est logarithme de 100. Lorsque j'ai divisé par 100 l'amplitude au bout d'une distance x, ça donne ça. Et je retrouve en fait le même résultat. Hein. C'est 10 sur logarithme de 10 fois logarithme de 100 divisé par 1. Et on trouve pour l'application numérique 100 km. Donc bon, c'est quand même pas mal, mais on voit que par exemple les fibres qui traversent un océan, tous les 100 km, il faut quand même faire quelque chose quoi, pour réamplifier le signal. Et on peut comparer à ce que ça donnerait pour une liaison par câble coaxial où l'atténuation est quand même, si on passe de 0,2 à 10, ouais, on va avoir une distance qui est beaucoup plus faible. Et on trouve d égale 2 km pour le câble coaxial. Donc ça c'est vraiment c'est pas terrible du tout, hein, puisque 2 km c'est bien pour un bâtiment en fait. Pour un bâtiment, voilà, je relie une pièce à une autre, ça largement suffisant. Par contre, au-delà, c'est pas bon. De manière évidente, hein, là, je vais le rédiger, mais c'est quand même complètement évident. Voilà, donc j'ai fait une rédaction minimale, mais bon, c'est quand même évident, quoi. Hein, ça, si on a un petit peu de bon sens, on voit bien que le câble coaxial, c'est beaucoup moins bien. Ensuite, la section efficace, on passe à la question 37. Voilà, donc là aussi, il y a du texte à lire et on va se placer au minimum. Hein, donc, on va se placer ici, hein, au minimum de l'absorbance. Hein, donc, c'est l'atténuation linéique. Et c'est à peu près à une 1,5 ici, donc 1,57 microns. Donc on se place à lambda égale 1,57 microns. Alors bon, le 7, je ne mettrai pas ma main à couper, hein, mais à peu près. Ouais, 1,58, allez, 1,58 microns. Pour l'absorbance, l'atténuation linéique minimale. Voilà, j'encadre le résultat. Donc là, c'est facile, il y a juste à lire le graphe, hein, tout simplement. Et on arrive effectivement à autour de 0,1 décibels par kilomètre.
À quel domaine du spectre ça correspond. Bah là, on est vraiment dans les infrarouges lointains, hein, avec une telle longueur d'onde. 800 nanomètres, c'est le rouge, et quand on est au-dessus, ben, c'est l'infrarouge en longueur d'onde. Donc là, on est dans les infrarouges lointains. Voilà, donc c'est bon, une petite question assez simple, hein. On passe, alors là, on vous propose un petit modèle pour expliquer l'absorption, enfin, un processus d'absorption. Il y en a certainement d'autres. Donc là, vous avez un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène qui est beaucoup plus petit, et on modélise la liaison entre eux par un ressort. Voilà. C'est un modèle très simple, voire simpliste, mais qui va être suffisant pour modéliser l'absorption de la lumière. Encore une fois, prenez le temps de lire le sujet. Bon, là, c'est assez simple ce qui est expliqué. On vous parle d'impuretés, lésions OH- dans le verre qui absorbe une partie du rayonnement qui arrive. Et donc justifier qualitativement que l'on puisse considérer que l'atome d'oxygène est fixe et que l'atome d'hydrogène est mobile. Bon, en fait, c'est la différence de masse. Hein, donc la masse de l'atome, enfin, non, je vais prendre la masse molaire, ça va être plus simple. La masse molaire de l'oxygène, c'est 8 grammes par mol. Et la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Donc l'oxygène étant beaucoup plus lourd, il a beaucoup plus d'inertie, donc il est quasiment fixe. Donc pour le représenter naïvement, si ça c'est l'oxygène, là on a le ressort. Là on met l'hydrogène, je le mets en rouge, qui est tout petit. Le mouvement de l'hydrogène, ça va être, disons comme ça. Et le mouvement de l'oxygène, bah, en gros, il est 8 fois plus petit. Ça fera un truc comme ça. Ce qui fait que ce que je viens de dire, hein, c'est exactement la réponse, c'est que l'oxygène, il bouge très peu du fait de sa masse. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis 8, c'est 16. Je dois pas être bien réveillé. Donc, c'est... donc 16 grammes par mol, bon, c'est encore mieux parce que du coup, il est 16 fois plus lourd que l'hydrogène, donc il bouge 16 fois moins en fait que l'hydrogène. Donc on rédige la conclusion. Voilà, donc là je l'ai rédigé, j'encadre et on passe à la suite. Donc finalement, heureusement qu'on fait cette hypothèse, ça va quand même être plus simple, puisque en gros on a une extrémité du ressort du coup qui est fixe. On passe à la question 39. L'onde lumineuse qui arrive, en fait, c'est un champ il y a notamment un champ électrique, une composante qui est comme ceci et qui exerce une force sur l'hydrogène, hein, qui a une légère charge positive, hein, parce que l'oxygène en fait le dépouille de ses électrons, et donc l'hydrogène est légèrement chargé positivement. Donc on va quand même lire la question, parce que l'information, je pense qu'elle est donnée. Oui, en fait, j'ai répondu à la question. Donc, alors l'impureté OH-, il y a, ce qu'il faut bien préciser, c'est que, alors du coup, leur modèle, finalement, il y a quand même un problème. Bon, c'est l'oxygène qui est là. Donc c'est une représentation très naïve, hein, ce que je vais faire. L'oxygène, il est là. Et c'est lui qui porte une charge négative. Allez, on va la mettre comme ça. Et l'hydrogène, il est là. Vous avez le ressort. Donc c'est très naïf, hein, comme représentation. Donc ça c'est l'hydrogène. Et là on a l'oxygène. L'hydrogène, il est avide d'électrons. Donc il a tendance à dépouiller, alors qu'il a déjà une charge moins, il a tendance à dépouiller encore davantage l'hydrogène de ses électrons. Donc il a une légère charge positive. Alors on la note comme ça, delta plus. Ce qui fait que quand une onde électromagnétique arrive,
eh bien, ça crée une force qui est proportionnelle au champ électrique. Et du coup, ça met en mouvement l'atome d'hydrogène. Et le champ électrique, il est oscillant. Hein, donc, il faut imaginer, c'est comme si un opérateur exerçait une force sinusoïdale sur l'atome d'hydrogène qui va se mettre en mouvement, donc à vibrer. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Alors, la charge partielle qui apparaît sur l'hydrogène, elle est notée Q dans l'énoncé. Alors, moi, je l'ai noté delta plus. Donc, en fait, delta plus, c'est égal à Q. C'est donc le. Oui, après tout. Ça, je l'ai précisé sur le schéma. La charge qui apparaît, bon, je la note comme ça, mais dans la suite de l'énoncé, il faut que je prenne les notations de l'énoncé. Ça, c'est important. Voilà pour cette question. Voilà, je passe à la suite. Bon, là, j'encadre. C'est que du texte, donc je le mets un petit peu en valeur. J'encadre pas complètement. Donc je fais la question 40. Ce qu'on remarque, c'est les questions d'avant, finalement, c'était des questions assez simples qui demandaient surtout de la rédaction parce que la réponse, elle est quasiment donnée dans la question. Pour la mise en équation, on fait la méthode habituelle. Hein. On définit le référentiel, puis le système, puis le bilan des forces. Donc le référentiel, on va le prendre... oui, on peut prendre Thérèse Galiléen après tout, puisqu'on étudie les fibres optiques terrestres supposés galiléens. Mon système, c'est l'atome d'hydrogène. Donc c'est l'atome d'hydrogène. Le bilan des forces, vous avez... Alors on néglige le poids. Vous avez la force de rappel du ressort. Donc là, ça va mériter un petit schéma. Et vous avez la force électrique. Alors la force du ressort, je vais la noter comme ça. Et la force électrique, qui vaut QE, et on l'écrit directement, c'est QE0, cosinus. Voilà, donc on fait un petit schéma. L'atome d'hydrogène, on fait comme ceci. L'atome d'oxygène, pardon, comme ceci. L'atome d'hydrogène, beaucoup plus petit. On met un ressort entre les deux. On munit le tout d'un axe des X, qui est comme ceci. Ça, c'est le X de l'atome d'hydrogène. Et la force de rappel du ressort. Alors, on va dire que... on ne précise pas... Bon, je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est moins K. La longueur du ressort, on va dire que je vais placer l'origine du repère au niveau du point de fixation du ressort. Bon, voilà. Et donc ça fait la longueur du ressort, du coup c'est x, moins sa longueur à vide. Et U extérieur, c'est un vecteur, je vais le mettre en vert, qui est comme ceci. Hein, dirigé vers l'extérieur du ressort, du côté où il y a le système. Donc en fait c'est x, tout simplement. Enfin E de x, si je prends les notations de l'énoncé. Ensuite, j'écris le PFD. Donc ça, c'est facile. Hein. Je vais simplement écrire que la masse fois l'accélération, c'est la somme de ces deux forces, donc F du ressort plus F. On projette suivant l'axe au X. Et ça donne mx secondes. Ça fait moins k x moins L0 plus QE0 cosinus, etc. Et j'ai mon équation différentielle. Voilà. Donc vérifié par x, la fréquence propre du système. Bon, du coup, je vais réécrire cette équation différentielle sous une forme habituelle. Je l'ai divisé par la masse. 1 sur m. Et ça donne le terme en kx sur m. Je le passe de l'autre côté. Donc ça fait k sur m x égale le second membre. Donc c'est k sur m fois L0 plus QE0
sur m cosinus, enfin la partie oscillante du second membre. Et le terme qui est ici, bah, c'est oméga 0 carré. Donc finalement j'ai oméga 0 carré. Alors, je vais écrire ici. On a oméga 0 qui vaut racine de k sur m, donc ça c'est pour la énième fois. Et bien sûr oméga 0 c'est 2pi f0. Donc ça répond à la question. J'ai l'expression de la fréquence propre f0. Alors je vais commencer par encadrer ce résultat. Voilà, j'ai encadré le résultat. On a la fréquence propre f0, bah, il suffit de diviser par 2pi. Donc là je pense que c'est suffisant. J'ai l'équation différentielle, donc normalement j'ai répondu à la question. Établir l'équation différentielle, ouais c'est bon. Donc je peux passer à la question suivante. On se place en régime sinusoïdal établi. Donc on va chercher une solution sous cette forme-là. Donc l'indication n'était pas donnée, mais dans peu de temps, bah, vous saurez que quand on parle de régime sinusoïdal établi, c'est à vous de penser à ça. Alors je vais le faire un petit peu, moi je vais le faire un petit peu différemment, hein, plutôt que de tester la solution. Moi je vais la chercher, cette solution-là, et je vais redémontrer cette expression pour l'amplitude devant le terme en cosinus oméga t. Je vais retrouver ce terme-là. Voilà, donc je prends ce candidat. Le L0, c'est juste pour que ce terme-là disparaisse. Hein, je vois bien que l'oscillation se fera en moyenne autour de x égale L0. Donc il sert à ça, ce terme. Du coup, il n'est pas très intéressant en fait. C'est juste je décale en fait l'origine de mon repère. Donc c'est pour ça que d'emblée, je marque ça pour m'en débarrasser tout de suite. Je calcule la dérivée première et seconde. Voilà, j'ai fait le calcul. Je vais réinjecter dans l'équation différentielle. Donc là, l'équation différentielle est au dos. Je réinjecte directement. Donc ça fait moins a oméga carré cosinus oméga t. Plus oméga 0 carré fois x. Donc c'est L0 plus a cosinus oméga 0 oméga t. Égale le second membre, donc c'est oméga 0 carré. Oméga 0 carré, je vous rappelle que c'est k sur m. Fois L0 plus QE0 sur M cosinus oméga t. Je me rends compte que la masse, en fait, c'est la masse de l'atome d'hydrogène. Hein. NETMH, mais il faudrait aussi que je le fasse. Voilà, j'ai corrigé, j'ai remplacé le M par MH même dans la page précédente. Donc ce que je remarque, c'est que lorsque je distribue le oméga 0 carré dans la parenthèse, j'ai ce terme-là et celui-là qui disparaissent. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais me rendre compte que les cosinus oméga t disparaissent aussi. Alors pour que vous y retrouviez par rapport à l'équation différentielle, ici on reconnaît x secondes, et ici vous reconnaissez x. Donc quand je remplace, ça donne, enfin quand je fais la simplification, ça fait moins a oméga carré cosinus oméga t. Voilà, donc le temps de l'écrire. Et là, je vois que tous les termes en cosinus oméga t, je peux les simplifier. En fait, je divise toute l'équation par cosinus oméga t, qui est tout le temps, quasiment tout le temps non nul. Et en fait, je l'ai mon expression de a. Ça donne ceci. Donc là, j'ai mis un facteur grand A, c'est QE0 sur MH. Et du coup, j'ai l'expression de A, et ça valide mon candidat. Donc c'est QE0 sur MH, oméga 0 carré, moins oméga carré. Ce qui fait que mon candidat qui est là, c'est bon, à condition de prendre A comme ceci. Donc il y a juste à rédiger la conclusion. Donc x de t égale L0, enfin je recopie en fait ce truc là,
ça convient. Oméga 0 carré moins oméga carré cosinus oméga t convient. Donc en fait ce truc là, si vous, c'est une solution particulière. À ça on pourrait rajouter les solutions sans second membre de l'équation différentielle. Donc là en fait on n'a pas toutes les solutions. Et alors pourquoi est-ce que on s'intéresse particulièrement à celle-là? Pour une raison simple, c'est que les solutions qu'on pourrait rajouter, les solutions de l'équation différentielle sans second membre, en fait sont des solutions qui disparaissent rapidement à cause des frottements. Et rapidement, donc, il ne reste que cette solution qui correspond à un régime entretenu. Donc tant qu'il y a du champ électrique, en fait, il y a cette solution. Et la solution sans second membre, en fait, elle a disparu depuis très longtemps. C'est une solution et il reste que celle-là. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse particulièrement. On encadre les résultats, on peut passer à la question suivante. Voilà. On peut passer à la question suivante. On vous dit que le pic principal de la figure 11, alors la figure 11, je crois qu'elle était... Elle est là. C'est ce graphe-là. Le pic principal, il est là, à 1,4 micromètres. Il correspond au premier harmonique. Donc en fait, c'est 2 fois oméga 0. Donc ça, il faut l'admettre. Entre l'atome d'hydrogène et d'oxygène. Ça veut dire que, quand même sous-entendu, ça veut dire que c'est très fortement non linéaire, ce truc-là, parce que là, d'après ce modèle-là, il n'y a pas d'harmonique qui apparaissent. Il y a une fréquence oméga 0, point. Et là, on vous dit que il y a des harmoniques, et certainement qu'il y a des effets de couplage qui font apparaître ces harmoniques de fréquences supérieures, donc des couplages qui peuvent être plus ou moins forts. Et a priori, voilà, encore une fois, c'est pas demandé, mais certainement qu'il y a des phénomènes comme ça, et on vous demande d'admettre le résultat. Parce que, on va dire, c'est pas le moment en épreuve d'étudier ça. Donc première harmonique, etc. Bon, au niveau du modèle, ce qui pourrait aussi expliquer les harmoniques, c'est... Mais là, c'est un peu tiré par les cheveux, donc c'est faire une analogie avec l'accord de Demel, vous savez, où vous avez une fréquence fondamentale, puis des harmoniques. Bon, mais là, c'est... Ouais, ce serait un peu hasardeux de se lancer là-dedans. Peu importe, donc on admet ce résultat-là. C'est ça qu'il faut faire, hein. Correspond en fait aux premières harmoniques de l'oscillation. Donc, du coup, la fréquence que l'on peut mesurer sur le graphe, donc ce fréquence du pic principal, c'est 2 fois F0, et F0, je vous rappelle, c'est 1 sur 2pi, donc c'est 2 fois 1 sur 2pi, racine de K sur M. Alors on vous donne K, on vous donne la masse de l'hydrogène, et on vous demande de retrouver la longueur d'onde, et regardez si ça correspond. Alors je vous rappelle que on a cette relation que vous devez bien connaître. Donc je le mets ici. Il y a une relation simple entre la fréquence et la longueur d'onde d'une onde. Vous avez, alors moi ce que je fais, c'est que pour me souvenir, c'est lambda égale Ct. Donc lambda égale C sur F. Donc F égale C sur lambda. Voilà. Ça fait partie des relations qu'il faut bien connaître. Donc ça c'est aussi égal à C sur lambda OH. On isole lambda OH, on fait une application numérique. Donc ça fait... voilà, j'ai isolé lambda OH. Ça fait racine de m sur k fois pi fois c. Bon, on peut encadrer les résultats et faire une application numérique. Alors je trouve 1,4 fois 10 moins 6 mètres, c'est-à-dire 1,4 micromètres. Et c'est exactement la bonne valeur. Donc c'est très heureux.
Alors, on pourrait se dire qu'ils ont pris les bonnes valeurs pour que... En fait, je pense qu'ils ont fait l'inverse, hein. Ils ont pris le 1,4 micromètre et ils ont déduit K. Je pense que ça, c'est certainement comme ça qu'on fait en pratique. Et le fait que ce soit la première harmonique, ça, on admet ce résultat. Voilà, j'ai répondu normalement à l'ensemble de la question. Faut peut-être une petite remarque, hein. Donc on retrouve le pic d'absorption à 1,4 micromètre d'absorption. Voilà, donc j'ai rédigé un petit peu. On passe à la question suivante. Question 42, 48, ça va. On saute quelques questions. On s'intéresse maintenant à la courbure de la fibre. Alors cette fois-ci, donc vous imaginez un rayon incident comme ça. Au passage d'une fibre optique, vous pouvez la tordre, hein, c'est du verre, mais comme c'est très très fin, ça, en fait, on peut assez facilement la courber. Alors évidemment, vous ne pouvez pas la courber indéfiniment, au bout d'un moment, ça casse, hein, évidemment. Mais c'est quand même pas mal, hein, c'est assez souple, on va dire. Donc voilà, c'est ce qui est dit, hein, sans grand inconvénient mécanique. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que ce rayon-là, il est possible qu'à un moment donné, il soit plus assez rasant, et du coup, il va sortir de la fibre, se retrouver dans la gaine. Et une fois qu'il est dans la gaine, c'est fichu, quoi. Ça marche plus, on n'a plus de guidage. Alors, je vais travailler avec ce schéma-là, donc je zoome un petit peu, et je prends le rayon ce rayon-là, voilà, je superpose, et je vais me placer une fois de plus dans le cas limite, c'est-à-dire que je prends un rayon rasant. Alors je me préoccupe pas de la gaine, hein, le rayon, hop, il va tout droit, sinon sinon on voit rien en fait. Je trace la normale au dioptre, donc voilà, le centre de courbure il est là, donc ici j'ai bien un angle droit au niveau du dioptre. Ici, ce point, je vais lui donner un nom, je l'appelle A, ce point là. Et l'angle ici, il vaut pi sur 2, l'angle réfracté, dans un milieu d'indice NG, sauf erreur. Ce rayon incident, il est dans un milieu d'indice NC, hein, l'indice du cœur. RC et RG, c'est respectivement le rayon du milieu de la... non, excusez-moi, de RC c'est là. Et RG, c'est le rayon de la gaine. Donc c'est la partie supérieure. Et petit r, enfin, le schéma est très bien fait en fait. Et ben on va simplement écrire la loi de Snell-Descartes parce que ça on est obligé. Hein, sinon on ne peut pas avancer dans cet exercice. Voilà, la loi de Snell-Descartes pour la réfraction en A, ça donne quoi? Ça donne n du cœur sinus. Cet angle, je lui donne un nom, je l'appelle I, égale l'indice de la gaine, sinus, pi sur 2. Voilà. Vous avez, voilà, il n'y a que ça. Vous êtes obligé de faire ça, hein, quand vous avez ce genre de questions. Et quand on regarde le schéma, en fait, on se dit, ben, on peut aussi écrire une autre relation dans un triangle. Allez, j'appelle ce point B. Ici. Et ce point, allez, je l'appelle O, puisque c'est un rayon. C'est le centre, en fait, de tous les cercles. Dans le triangle OBA, on a sinus de I, qui vaut aussi côté opposé. Donc le côté opposé, c'est en fait donc c'est petit r plus la différence. Donc c'est petit r plus la différence entre le rayon de la gaine et le rayon du cœur, divisé par l'hypoténuse. Entre là et là, bah ça fait quoi l'hypoténuse?
ça fait petit r, plus 2 fois RC, plus l'épaisseur qui est là, qui vaut RG moins RC. Bon, je vais y arriver, donc ça fait petit r, plus 2 fois RC, voilà, c'est le rayon du cœur, hein, c'est marqué ici, et je retrouve cette distance ici, plus RG moins RC. Alors j'aurais pu le voir un peu différemment, ce que j'aurais pu faire c'est partant de haut, je vais jusque là, du coup on aurait eu petit r plus 2RG, et on enlève RG moins RC. Du coup on retrouverait le même résultat. Je simplifie un petit peu, ça donne R plus RG moins RC divisé par R plus RC plus RG. Je vérifie quand même. Plus RC. Oui, bah oui, c'était évident en fait. Bon, bref. J'ai le bon résultat. Et ce qu'on vous demande, c'est. J'ai relu la question parce que faut quand même que je sache ce qu'on me demande. Donc là, ce qu'on veut, c'est petit r. Donc je vais simplement isoler petit r en utilisant les deux équations que j'ai obtenues. Hein. Ici, la première, qui est la loi Snell Descartes, et celle-là. Donc là, c'est que du calcul. Alors, on dit que sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc sinus i, ça vaut nc sur ng. Et ça vaut aussi ceci. Donc R plus RG moins RC. Ensuite, on isole, on met ce terme-là, on le passe à gauche, en haut, au numérateur. NG, je le passe à droite au numérateur. Ouais, je pense que c'est bien de faire ça. Donc ça fait R plus RG plus RC. Une petite erreur. Donc je vais y arriver. Plus RC fois N de C, ça vaut NG. R plus RG moins RC. Donc ce que je veux, c'est isoler R. Donc on a NC moins NG. Et tous les autres termes, je les passe de l'autre côté. Donc on a NG RG moins RC. Donc c'est ceux qui étaient déjà à droite. Plus tous ceux qu'on met de l'autre côté. Donc c'est NC RG plus RC. Donc finalement, on a ce résultat-là. Alors je vais remanier un petit peu l'expression. Donc je vais rassembler RG. On a NG moins NC plus RC. Du coup, il y a un moins qui apparaît deux fois. Donc je mets un moins. NG plus NC. Bon, c'est que du calcul, hein, donc c'est pas très compliqué à réaliser. Voilà, je trouve ceci finalement. On va faire une application numérique pour voir que si ça donne un résultat qui est cohérent. Je pense pas avoir fait d'erreur de calcul. Et on trouve ceci. Donc là, j'encale le résultat. Et on va faire l'application numérique. Alors, en faisant l'application numérique, je me suis rendu compte que c'était NC-NG. Donc bon, ça, je me suis rendu compte. Et je trouve, on vous dit que RC et RG sont quasiment identiques. En fait, l'épaisseur de la gaine est vraiment toute petite. Et RC plus RG, ça vaut 1 mm. Donc, en fait, ce que j'ai dans l'application numérique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris RC égale RG. Et on trouve 0, à peu près 0,2 mètres. Donc ça fait un rayon de courbure qui on peut finalement la tordre pas mal cette fibre avant que le rayon qu'on a considéré il soit pas du tout, il soit plus guidé.
Hein, dans ce cas-là, on commence à avoir des pertes en fait. On commence à avoir des pertes significatives quand on est dans ce cas-là. Alors, on a fait l'étude pour ce rayon-là. Évidemment, ça vous donne juste un ordre de grandeur. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que dès qu'on courbe un petit peu la fibre, tout de suite il y a des rayons qui ne sont plus guidés. Mais certainement, voilà, il faudrait faire l'estimation. Il n'y en a pas beaucoup. Et lorsque ce rayon-là, même lui, il est plus guidé, alors là, on va dire que la perte, elle est significative. Et donc le petit R que vous avez là, en gros, c'est à partir de cette courbure-là que vraiment vous perdez beaucoup de signal. Et vous le perdez que au niveau de la courbure. Hein. Après, une fois que la fibre elle est de nouveau droite, y a plus on revient dans une situation normale, entre guillemets. Donc voilà, normalement j'ai répondu à l'ensemble de cette question. Conclure, la conclusion c'est que la fibre, il n'y a pas besoin qu'elle soit absolument rectiligne. Donc la fibre admet une certaine courbure sans perte de signal significative. Hein, admet une certaine courbure sans perte significative de signal. Donc quand vous posez une fibre, vous n'êtes pas hanté par il faut absolument que ce soit parfaitement rectiligne. Vous la posez, si elle est un petit peu, si elle n'est pas parfaitement droite, c'est pas très grave, elle va fonctionner pareil. Donc la fibre admet une certaine courbure sans perte significative de signal. On va passer à la question suivante. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions. Ouais, c'est bon. Donc, question suivante. Pour les transmissions à grande distance, il faut raccorder. Donc là, il y a un petit peu de texte à lire. Hein. Évidemment, il faut le faire. Hein. Prenez le temps de lire la question pour ne pas en oublier une partie. Et puis, on ne sait jamais, il y a des informations importantes qui peuvent y avoir dans la question. Donc, dans cette question, on vous demande de faire des petits dessins et d'étudier la concentricité, puis l'écartement longitudinal et enfin le désalignement angulaire. Donc à chaque fois, en fait, il faut faire un schéma et montrer que effectivement il y a un problème quand on ne vérifie pas ces trois trucs. Alors, on va commencer par la concentricité. Voilà, la concentricité, c'est ce qui arrive lorsque vous soudez deux fibres et leurs axes respectifs ne sont pas parfaitement alignés, enfin sont pas parfaitement au même endroit, et donc du coup une partie de l'énergie lumineuse qui arrive dans une fibre, et une partie évidemment se perd et le signal il est plus faible. Hein. Vous avez une partie qui va partir sur les côtés. Hein. Et donc, c'est évident. Hein. Ça, c'est pas bien. Et puis ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites passer de l'information dans l'autre sens, on perd de l'information. Donc voilà pour la concentricité. Je passe à l'écartement longitudinal. Donc ça c'est si vous avez les deux fibres qui se touchent pas. Donc comme je fais un défaut à la fois, je vais supposer que cette fois-ci la concentricité est bonne. Mais les deux fibres sont éloignées l'une de l'autre. Voilà, donc j'ai l'écartement longitudinal. Moi je le comprends comme ça. Hein. Et donc vous avez un certain angle d'acceptance. Ça veut dire que la lumière qui sort de la fibre, c'est ce qu'on a vu au début, hein, elle fait un angle. Ça, c'est un truc que vous pouvez voir si un jour vous avez manipulé une fibre optique, que vous mettez de la lumière dedans, donc ça c'est très facile, hein, vous éclairez une extrémité, eh bien vous pouvez regarder ce qui sort de la fibre. Par exemple, vous mettez l'extrémité de la fibre à quelques centimètres d'une feuille de papier, et vous voyez que ça fait un petit rond.
Et on pourrait très facilement mesurer l'angle d'acceptance, puisque le diamètre du rond divisé par la distance entre la fibre optique et la feuille de papier, donc ça fera un truc comme ça, hein. On prend une feuille de papier, comme ceci. Vous prenez une fibre optique, voilà. Vous avez acheté un matériel, je ne sais quoi, IFI par exemple, hein, et lorsque vous éclairez le système, donc vous mettez une ampoule quelconque de l'autre côté, hein, vous éclairez en fait, hein. Voilà, vous éclairez avec quelque chose, et la lumière que vous récupérez en sortie, ça forme un rond en fait sur votre feuille de papier. Et ben vous mesurez cette distance-là, vous mesurez cette distance-là, donc on va dire ça c'est petit d, ça c'est E, et ben l'angle d'acceptance, donc le θ du début de l'énoncé, ben vous avez tangente de l'angle d'acceptance qui est égal à d sur 2e. On prend la moitié de d sur E, et ça donne ceci, et vous pouvez le mesurer très facilement. Voilà, donc je reprends la discussion. Donc finalement, la lumière, donc dans toute cette zone-là, c'est éclairé. Bah, vous voyez qu'il y a une petite portion qui va rentrer dans l'autre fibre, et une partie qui est perdue. Et ça peut être assez important, parce que rien qu'avec le schéma que j'ai représenté, la surface du disque d'entrée de la seconde fibre, ça serait peut-être un quart de la surface de la tache lumineuse qui serait formée à ce niveau-là. Ça veut dire qu'avec un raccordement comme ça, vous perdez un quart de la puissance, ce qui est juste énorme, hein. Donc ça, c'est quand on a le problème de raccordement longitudinal d'une fibre à l'autre. Donc si ici vous avez une intensité lumineuse qui arrive, et ben, l'intensité lumineuse qui est ici est beaucoup plus faible. Je vais m'intéresser maintenant au désalignement angulaire. Donc là-bas, c'est simplement lorsque vous raccordez deux fibres et elles ne sont pas bien alignées, elles forment un angle l'une avec l'autre. Voilà, donc on a les deux fibres, bah, elles sont pas, elles sont censées être de même diamètre, donc j'en ai fait une un petit peu grande. Elles ont pas exactement le même axe, et du coup, de fait, il y a une partie de l'énergie, bah, c'est comme pour la courbure de la fibre. À cause de cet angle, il y a une partie des rayons lumineux qui normalement auraient été guidés, qui vont se retrouver dans une situation où ils vont se retrouver dans la gaine, hein. Ils seront pas assez rasants et ils seront plus guidés. Donc de fait, on va perdre de l'énergie. Alors je vais refaire le schéma parce que là il n'est pas très bien fait. Voilà, j'ai représenté donc les deux fibres qui font un angle. J'ai représenté un rayon. Ce rayon normalement il serait guidé, hein, donc si rayon normalement guidé, puisqu'il est arrivé jusque là, donc c'est que il a réussi à se réfléchir totalement tout le long de la fibre. Et quand il arrive ici, on a il peut y avoir, si le désalignement est important, un rayon réfracté dans la gaine. Et ça, évidemment, quand on arrive à ce niveau-là du sujet, on a compris il faut absolument éviter. Réfracté dans la gaine, ce rayon n'est plus guidé. Voilà, et bon, il y a quand même toujours une partie qui se réfléchit, hein. Mais de toute façon, on sait ce qu'il va devenir ce rayon, hein, puisqu'il a un angle, il est trop éloigné de l'axe de la fibre, donc petit à petit, en fait, il ne va plus rien rester de ce rayon-là, et c'est une partie de l'énergie lumineuse est donc perdue dans la gaine. De plus, lorsque vous faites ce type de raccordement, je pense que si on regarde au microscope, il doit y avoir ce genre de problème, c'est-à-dire qu'on a un bon contact ici, là moins bon, à moins que ce soit coupé en biseau, la fibre.
Donc on peut se douter que couper une fibre optique proprement, c'est pas évident. Hein, c'est pas du tout évident. Il ne s'agit pas juste de casser la fibre. Il faut le faire proprement pour avoir un état de surface qui soit correct, que la coupure soit bien perpendiculaire pour éviter ce genre de problème. Bon là, je pense que j'ai fait le tour des problèmes qui peuvent se poser. Et on arrive enfin à la dernière question. Question 50. Alors ici, on s'intéresse, les fibres n'ont pas le même diamètre. Donc le cœur, ici, c'est 62,5 microns. Alors notez la précision, 62,5. Et l'autre fibre, c'est 50 microns. Et la gaine extérieure, 125 microns. Donc la gaine, on s'en fiche un petit peu. Et donc ça ferait comme ça au niveau du schéma. Donc là j'ai représenté les deux gaines, les deux fibres. Donc là on a OM2. Et ici, alors le schéma, je pense qu'il n'est pas à l'échelle, donc j'ai un petit peu exagéré. 50 microns, je pense que c'est un peu petit là. La gaine, elle est ici. Donc on voit qu'elle est quand même assez importante en matière sur la fibre. Ici on a la gaine, également ici. Et la lumière circule dans le cœur. Alors quand on fait le déplacement de la lumière dans ce sens-là, on voit très bien qu'il y a une partie qui va être perdue, qui va se retrouver dans la gaine. Cette partie-là, c'est une partie du signal qui est perdue. Donc signal qui est perdu quand on passe d'une fibre à l'autre. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pour le signal qui va de la gauche vers la droite. Et si, bon je change de couleur, mais c'est juste de la couleur. Ça ne veut pas dire que je prends une lumière bleue. Par contre, quand je vais dans ce sens-là, normalement il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème puisque toute la lumière qui était dans M2 va dans OM1. Voilà, donc je l'ai rédigé. Donc dans le sens OM2 vers OM1, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc peuvent-elles être aboutées à des fibres multimodales OM2 discuter selon... donc la réponse, je dirais que c'est oui, on peut le faire. Et il vaut mieux que le signal aille de la droite vers la gauche, donc de OM2 vers OM1, sachant que dans l'autre sens, on perd un petit peu de signal. Donc la réponse à la question, c'est donc on peut abouter ces fibres, sachant que le signal, une partie du signal est perdue du sens OM1 vers OM2. Voilà, on rédige un petit peu, j'encadre le résultat. Et normalement, je suis enfin arrivé au bout de ce sujet. Donc j'ai enlevé quelques questions et on est quand même arrivé jusqu'à la question 50 pour une épreuve de 4 heures. Je vous laisse faire le calcul du temps moyen par question pour arriver au bout du sujet. Bon, c'est vrai qu'il y a des questions qui se font rapidement, mais c'est quand même un sujet assez conséquent, assez complet sur la fibre optique. Donc normalement, quand vous arrivez jusque-là, vous êtes un spécialiste, presque un expert en fibre optique. À bientôt pour d'autres vidéos.